Meir Habib, Boker Tov, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur studiokalita.com. Je vous rappelle que vous êtes depuis 4 ans député de la 8e circonscription, député UDI de la 8e circonscription des Français de l'étranger, et que vous avez annoncé, juste avant le second tour, votre candidature pour briguer un second mandat à l'Assemblée nationale, toujours pour représenter les Français de l'étranger. Alors d'abord, avant de rentrer, on va dire, dans le vif du débat et de parler un peu et de votre bilan de ces 4 dernières années et de vos perspectives, un mot sur la passation de pouvoir hier. Je vous suppose que bien que vous étiez en Israël, vous avez certainement assisté à vous avez vu certains extraits de cette passation de pouvoir. Emmanuel Macron, président à l'Élysée, qu'est-ce que ça suscite comme sentiment ? Écoutez, il est jeune, il est intelligent. Ce n'était pas mon candidat. J'avais la conviction que François Fillon était le meilleur candidat pour la France. Le peuple a voté et je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas de son bord politique. Je ne souhaite qu'une chose. Vous savez quoi ? C'est qu'il réussisse. Qu'il réussisse pour la France, parce que la France est dans un état catastrophique. À tout niveau. Au niveau sécuritaire, j'en parle pas, 250 morts en l'espace d'1 an et demi. Au niveau économique, le chômage a augmenté. Le fossé social n'a jamais été aussi fort. Et il est temps aujourd'hui de réconcilier les Français, mais de reconstruire la France. Je parle déjà au niveau français, sans parler évidemment de la question avec des relations avec Israël, avec la déception que j'ai eue avec ce gouvernement de gauche qui a voté malgré les promesses pour l'UNESCO. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui à Jérusalem et c'est un plaisir immense d'être avec vous aujourd'hui dans ces nouveaux studios Kalita, et je prends cette occasion pour vous souhaiter bonne chance, mon cher Daniel. Mais quel bonheur de se lever à Jérusalem, quel bonheur de se voir la façon dont les gens vivent ici, la cohabitation. Et je suis fier, moi, de représenter des Français qui habitent dans ce pays aussi extraordinaire qu'Israël. Alors, une des questions que l'on se pose, et cela nous conduit directement aux élections législatives, c'est comment Emmanuel Macron va-t-il pouvoir gouverner ? Avec quelle formation va-t-il pouvoir gouverner ? Les sondages n'accordent pas à son parti une majorité. Il va devoir composer donc avec une autre formation. On parle des Républicains, de la formation que vous allez, sous laquelle vous allez vous porter candidat pour ces prochaines législatives. Alors, comment, à votre avis, cela peut-il se passer ? J'ai la conviction que dès ce matin, il nommera un Premier ministre issu de chez les Républicains. C'est ma conviction absolue. Nous n'aurons strictement aucun souci. Vous avez peut-être un nom ? Oui, c'est Édouard Philippe. Je pense que ce sera Édouard Philippe. Qui est le maire du Havre. Je vais vous dire, Daniel, humainement, je connais bien Emmanuel Macron. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, d'extrêmement brillant, qui a une ambition dévorante. Il a eu raison, puisqu'il est devenu président de la République. Il a été élu, forcément pas par défaut, mais c'est François Fillon qui a perdu, pour des questions qui n'ont rien à voir avec la politique. Le fait qu'il y ait un peu plus, peut-être, d'éthique, faire attention à certaines choses, ne sont pas forcément une mauvaise chose. Après, il a été fumé, comme on dit, par la presse, et il n'avait aucune chance de s'en sortir. Après coup, on aurait pu penser qu'il aurait dû laisser la place à François Baroin, qui aurait pu être aussi un parfait candidat, par exemple. Aujourd'hui, nous, les Républicains et l'UDI du centre, n'avons strictement, une alliance au contraire, aucun problème. Si on veut aujourd'hui redresser la France, il faut cette alliance entre le centre, la droite modérée et une partie des députés, enfin les députés que auront le nouveau parti créé par Emmanuel Macron, En Marche, qui est pour l'écrasante majorité un recyclage de députés socialistes, de socialistes qui ont été éconduits, comme par exemple la candidate en Israël, la candidate Drori. Je n'ai strictement rien contre elle. Nous allons rentrer dans... Je ne la connais pas, non mais... Attendez, avant de rentrer dans les détails, elle avait une carte du Parti du Socialiste jusqu'à encore quelques mois, comme beaucoup de candidats. Donc c'est un coup de maître, évidemment, de la gauche en France, qui a réussi à recycler une grande partie. Mais ce qui va vous paraître surprenant... Il y a même des gens comme Manuel Valls qui sont presque recyclés, entre guillemets. Ils rêveraient de recycler, ils ne veulent pas de lui pour d'autres raisons. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai une certaine confiance, je vais vous étonner, en Emmanuel Macron. Je le connais bien. Il était ministre, j'ai voté le pacte de responsabilité, on était 2 députés.
J'avais dit à l'époque, à chaque fois qu'une loi ira dans le bon sens pour la France, je la voterai. Il y avait Frédéric Lefebvre et moi. À l'époque, à droite, on m'a dit comment tu vas écouter. Et sur le fond, il a même eu des déclarations assez favorables à l'État d'Israël. Lorsqu'il était venu en Israël en septembre 2015, il a été assez enthousiasmé par cette start-up nation, par l'initiative, l'esprit d'entreprise qui est très développé en Israël. On n'a pas entendu, par exemple, comme François Fillon à l'époque, prononcer des propos plutôt embarrassants concernant la communauté, la shrita, certains problèmes qui sont liés à la communauté. Donc, de ce point de vue-là... Voilà. Enfin, je me base pas sur des paroles, sur des actes. Au niveau économique, il n'y a aucun doute. Emmanuel Macron est un brillant économiste et je parlais avec un de mes amis qui était son supérieur hiérarchique chez Rothschild il y a quelques jours. C'est un garçon qui est brillantissime et qui, sur des questions économiques, est très fort. Et c'est pour ça que j'ai bon espoir qu'on arrive sur ces questions à faire de bonnes choses. C'est pour ça que je devais voter la loi Macron. C'est ce que j'étais en train de vous dire avant qu'il y ait eu le 49.3. Je suis extrêmement fidèle à ma famille politique et j'ai voté la motion de censure. Ce qui m'inquiète plus, c'est les questions de politique internationale. Et là, je veux me baser sur des faits, des actes. Il a parlé avec Benjamin Netanyahou. J'ai eu longuement le Premier ministre après qu'il ait parlé à Emmanuel Macron. Sans tout vous dévoiler, ils ont prévu de se voir. Netanyahou a proposé, là, en particulier au niveau sécuritaire, au niveau du renseignement. Comme vous savez, les Israéliens sont parmi les meilleurs au monde. Mais aujourd'hui, ma peur, c'est que le Quai d'Orsay continue à diriger de façon absolue et totale. Et les premières nominations ne vont pas forcément dans le bon sens. Il s'appelle l'ambassadeur Étienne, qui a été nommé en tant que Sherpa, dans une continuité du Quai d'Orsay. Et ce, en dépit du fait qu'il avait, à la veille du premier tour, Emmanuel Macron avait presque même surpris en affirmant qu'il n'était pas pour une initiative unilatérale de reconnaissance d'un État palestinien. C'est un point important, parce que ça va à l'encontre de la politique d'Hollande et de Hérault. Non, pour l'instant, le gouvernement français n'a pas reconnu de façon unilatérale. Les parlementaires français, dans une écrasante majorité, ont reconnu à une exception près. Il y a eu, écoutez, il faut être clair, il y a eu 151 députés qui ont voté contre la Palestine alliée avec le Hamas. La gauche, dans son intégralité, y compris les grands amis d'Israël, comme Pouponi, comme d'autres, se sont abstenus. Un seul, René Rouquet, a voté contre. 150 de droite ont voté 150 de droite ont voté contre, et toute la gauche a voté pour. Toute la gauche a voté pour, et évidemment, Dupont-Aignan, qui était à droite, a voté pour. Guénaud, qui sont tous ça les anti-israéliens, ont voté pour. Ça, c'est pour vous dire un petit peu au-delà. Donc là, maintenant, ce que je veux savoir, sur des questions qui me sont très chères à moi, c'est la question... je ne crois pas qu'il y aura un grand changement. Je voudrais voir au niveau des actes. J'attends de voir. C'est un garçon qui est... le nouveau président est un homme intelligent, brillant, mais moi, je veux me baser sur des actes et pas sur des paroles. Alors, nous allons parler maintenant, justement, de vos actions, pas seulement de vos paroles, mais aussi de votre action ici en tant que député des Français de l'étranger au cours des 4 dernières années. Quel bilan dressez-vous de votre activité parlementaire ici, en Israël en particulier ? Vous me posez une question délicate, Daniel. Vous n'avez pas beaucoup de députés qui vont venir. J'ai pas été bon, il ne faut pas voter pour moi et je suis très mauvais. Donc je ne suis pas forcément objectif. Ce que je peux vous dire de façon certaine. Comment vous résumez votre bilan ? Ce que je peux vous dire de façon certaine. Quelles ont été les priorités de ce bilan ? Il y a eu beaucoup de choses. J'ai par exemple fait voter pour toute ma circonscription un amendement en ce qui concerne les certificats de vie. C'est très rare qu'un amendement de la droite, de l'opposition passe pour faire en sorte qu'il y ait une dématérialisation des certificats de vie. C'est-à-dire concrètement, tous les retraités n'arrêtent pas de courir pour donner un certificat de vie à partir de 2018. Je voulais que ce soit 2017, ils n'ont pas accepté. C'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, on enverra simplement un certificat par informatique tamponné ici au consulat pour dire un retraité est toujours en vie. C'était chaque année une course énorme. Bon, c'est par exemple. Mais je n'ai rien lâché au niveau de ce qui m'est le plus cher. Alors, c'est-à-dire, parce que si moi je le fais pas, personne ne le fait. C'est ce qui dérange beaucoup. C'est ce qui fait que certains ont dit que j'aurais dû être à la Knesset, et je suis français au plus profond de moi-même. J'aime ce pays qui m'a tout donné, et je considère que de défendre Israël, c'est de défendre la France. Israël est en première ligne contre le terrorisme, le première ligne contre le djihadisme. Tzahal est l'armée la plus morale du monde. Au niveau du renseignement, au niveau de la façon de lutter contre le terrorisme, nous avons beaucoup à apprendre d'Israël. Et lorsque, tout récemment encore, tous les habitants de la périphérie de Jérusalem ont reçu des convocations, avec écrit, par exemple, Bétar Illit, Monsieur Lévy, rue Mordechai Ayehoudi, numéro 10, territoire palestinien, ça m'a retourné. J'avais démarré mon mandat en écrivant à Fabius,
Ça avait été changé dans un premier temps. À l'époque, il y avait écrit Jérusalem, Israël, Israël barré, au sens littéral et propre du terme, avec un très haut stylo. C'était tellement difficile pour eux d'envoyer, parce qu'informatiquement, ça sortait Jérusalem, Israël. Et ils barraient un par un. Ils ne pouvaient pas envoyer. Vous croyez qu'ils font la même chose au Sahara occidental? Vous croyez qu'ils font la même chose en Chypre du Nord? Il y a 200 conflits territoriaux à la fois de France. Il y a l'obsession d'Israël. Il y a l'obsession de ce qu'ils appellent les colonies. J'ai essayé de les dévoiler. Je n'ai jamais rien lâché. Je ne suis pas né député et je ne mourrai pas député. J'essaie de faire de mon travail. J'essaie d'être conforme avec ce que je dis. Je suppose que ça n'a pas dû être tout à fait populaire d'adopter une position comme la vôtre, de monter au créneau en faveur de l'État d'Israël à l'Assemblée nationale, de parler, comme vous l'avez dit, à propos de Jérusalem, si je ne me tairai pas pour Jérusalem. C'était le slogan de ma campagne, Daniel. Voilà. C'était le slogan de ma campagne. J'essaye de faire ce que je dis. Lorsque j'ai fait ma campagne, j'ai fait des engagements. Je vais vous dire, je ne suis pas né député et je ne mourrai pas député. Ce que je veux, c'est pas avoir de regrets par rapport à mes convictions et par rapport à mon éthique. Je suis aujourd'hui déterminé à défendre les franco-israéliens, en particulier lorsqu'ils étaient sous les bombes à l'époque, pendant la guerre de Gaza, que le monde entier était en train d'attaquer Israël, qui répondait après 3 semaines à un bombardement incessant sur des civils, et que dès qu'Israël a commencé à se défendre, le monde regardez ce qui se passe autour d'Israël, regardez les 400 000 morts dans un silence absolu, regardez les chrétiens d'Orient. Une de mes plus grandes implications ont été sur les chrétiens d'Orient. Je suis secrétaire de la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur les chrétiens d'Orient. J'étais dans des soirées, dans des messes du soir où il y avait à peine 20-30 personnes pour défendre les chrétiens d'Orient, parce que je considère aujourd'hui que le seul endroit où les chrétiens peuvent vivre leur foi, c'est en Israël. Le reste, ce sont des dhimmis comme les Juifs ont été pendant des années. Je rappelle que vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de l'Assemblée nationale, et qu'à ce titre, vous avez été vice-président de la commission chargée de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous avez le sentiment, en connaissant bien la réalité israélienne, l'expérience israélienne en matière de lutte antiterroriste, que les Français perçoivent mieux la réalité après les attentats qu'ils ont subis au cours des 2 dernières années, après le Bataclan, après Charlie Hebdo, après l'Hypercacher, après Nice, après tous ces attentats? Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez réussi peut-être à essayer de faire passer le message en fait de cette expérience israélienne et de tenter de le calquer dans la réalité française en matière de sécurité? Une question importante. Je me suis battu comme un lion. Il y a une première commission, la commission Ciotti. Ils avaient refusé à ce moment-là un voyage en Israël. J'avais demandé déjà, après les premiers attentats du Bataclan, d'aller en Israël. Et après les seconds attentats de Nice, j'ai dit on ne peut pas ne pas aller en Israël. Je me suis battu comme un lion, et c'est grâce au président Georges Fenech qui a réussi à faire adopter, parce que la gauche ne voulait pas aller en Israël. Israël, c'est le diable. Et lorsqu'on est parti en Israël, il fallait surtout rencontrer aucun politique. C'est ce qui a été adopté. Après, dès qu'on était en Israël, ils m'ont demandé à rencontrer Netanyahou. Et Netanyahou a rencontré la commission. La commission était de droite et de gauche. Il y avait Sébastien Pietrasanta, rapporteur de la commission. Les gens sont revenus transformés de ce voyage. Françoise Dumas était une députée socialiste transformée. Ils ont vu ce que c'était cet État. Quand quelqu'un vient en Israël, il comprend. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne après par la suite quand on fait un suivi? C'est plus compliqué, parce que lorsque vous voyez, je n'arrête pas de dire que je ne suis très inquiet pour les aéroports français. Et on voit ce qui s'est passé déjà il n'y a pas longtemps, et on n'est absolument pas prêt. Lorsque vous passez une journée à Ben Gurion, sans vous rentrer dans tous les détails, il y a 13 cercles différents de sécurité pour éviter un attentat. En Europe et en France, on est très loin de tout ça, pas parce que les Israéliens sont les meilleurs, parce que nous n'avons pas l'habitude, mais à quel prix il faudrait encore payer pour comprendre qu'il faut s'inspirer des méthodes israéliennes. On a eu 250 morts. Le jour du 14 juillet, on a tué 84 Français. On a égorgé un prêtre sur un hôtel en Normandie, et on continue à penser qu'ici, la question est une question de territoire et des questions dites nationalistes, avec du conflit israélo-palestinien, qui pour beaucoup en France, et au Quai d'Orsay en particulier, sont le père de tous les conflits. C'est un mensonge. Nous sommes dans une guerre de civilisation. Il y a un islam radical qui est un cancer à travers le monde, et nous sommes faibles. La France et l'Europe est faible. Nous avons aujourd'hui, dans la représentation des musulmans de France, l'UOIF, qui est un parti qui est proche des frères musulmans. Seul François Fillon l'a dit pendant cette campagne. Marine Le Pen le dit différemment, avec de très mauvaises réponses. Moi, je suis juif. Je suis extrêmement fier aujourd'hui que Marine Le Pen n'ait fait que 3,5% en Israël. Nous avons cassé, brisé ce mythe qui faisait que les Juifs votaient pour le Front National. Ça fait des années que j'entends qu'il y a beaucoup de Juifs qui vont au Front National. Non, c'est le record quasiment national.
malgré que François Fillon ait fait plus de 60% en Israël. Pourquoi la France a tellement de difficultés à essayer de s'identifier à certains positionnements qui semblent triviaux? Par exemple, Jérusalem, on a vu récemment encore avec la 3e résolution de l'UNESCO autour de Jérusalem qui niait toute souveraineté israélienne sur l'intégralité de Jérusalem. Pourquoi, alors que certains pays, Israël semble parvenir à convaincre certains pays comme l'Italie, comme la Grèce, qui sont aussi souvent circonscription, de voter contre de telles résolutions, eh bien la France reste toujours dans une position d'abstention. À mon avis, à cause de la politique du Quai d'Orsay, qui est faite par des fonctionnaires qui sont tout à fait anti-israéliens, qui ont une obsession sur Israël. Je rappelle que lorsque je suis arrivé, le consulat de Jérusalem était une antenne on ne peut plus anti-israélienne, que le jour de la Shoah, Yom HaShoah, le seul endroit au monde, dans un lycée français, en tout cas au lycée français de Jérusalem, on n'a pas respecté la minute de silence sur ordre du consul général pour ne pas attiser les tensions. Comment peut-on arriver? Il y a une membre, aujourd'hui elle est en Italie, une membre du personnel diplomatique français qui a giflé un soldat israélien. Il y a eu des trafics d'or faits par un chauffeur du consulat français. J'ai rappelé tout ça dans la dernière lettre que j'ai envoyée à François Hollande, Emmanuel Macron et Jean-Marc Ayrault, il y a 2 semaines pour protester contre le fait qu'on bat le territoire palestinien. Vous savez, je vais vous faire une confidence, permettez-moi Daniel, ça n'a aucune importance. Je suis très proche du Premier ministre Netanyahou, qui est mon meilleur ami depuis, un de mes amis les plus proches, on va dire, depuis près de 24 ou 25 ans, bien avant qu'il soit Premier ministre, depuis 91, 92, donc ça fait 25 ans maintenant. Il m'a dit, tu sais quoi, il sait que ça me fait souvent mal, que je suis un peu révolté, parce que moi j'aime la France, parce que c'est une question morale. Je peux parfaitement comprendre qu'il faut, certains pensent qu'il faut avoir certaines... moi, je n'y crois pas, mais je peux comprendre que certains veulent certaines concessions territoriales pour arriver à la paix. Nous ne sommes pas dans des questions de concessions territoriales. Et lorsque je vois que mon pays, la France, prend de telles positions sur Jérusalem, je suis écœuré. Je dis, il n'y a rien. C'est tellement un mensonge historique, un mensonge y compris pas pour les Juifs que pour les chrétiens. Quand Paris... Quand Lutèce, l'ancêtre de Paris, c'était un marécage, Jérusalem, c'était déjà la capitale du peuple juif. À minima, les 2 derniers présidents ont parlé de Jérusalem, capitale de 2 États, ce qui n'arrivera jamais. Jérusalem ne sera jamais divisée. Ça ne changera rien. Le 22 mai, le président Trump arrive en Israël. J'espère. Il semble avoir du mal à le reconnaître lui-même, même mais lui je vais vous dire qui quelque était chose. déjà favorable même si Trump, au transfert d'ambassade. Ça n'a aucune importance. Trump ou pas Trump, France ou pas France, Jérusalem restera la capitale unifiée pour l'éternité du peuple juif. Les gens n'arrivent pas à le comprendre, mais c'est une réalité. Oui. Les blocs d'implantation en Judée et Samarie continueront à rester juifs dans toutes circonstances. Vous voyez demain une implantation comme Bethel ou Kochav Yaakov ou Ma'ale Adumim ou Ariel être évacué. C'est impossible. C'est impossible. Ce conflit n'est pas une guerre de territoire. On vous sent tout à fait enthousiaste. J'essaie de parler de moi-même. Après, je vais vous dire quelque chose. Dans la défense. Pour les gens qui pensent, je vous me permettez de dire un mot. Maintenant, nous rentrons en campagne électorale. Je vais vous dire quelque chose. Il y a très peu de gens qui vont voter. Il n'y a eu que 6 000 personnes qui sont déplacées à la dernière législative en Israël. Et il y a 75 000 votants en Israël. Et hélas, la majorité ne va continuer pas à aller voter. Je ne peux rien y faire. Moi, je donne le meilleur de moi-même. Après, c'est les électeurs qui ont raison. Je me bats en Italie, je me bats en Grèce, parce que tous les Français sont importants. Mais on me reproche souvent de trop défendre Israël. Je continuerai à le faire. Ce sera l'argument de campagne de tous mes concurrents. Ils vont aller dans tous les autres pays en leur disant, regardez, alors qu'ils sont eux-mêmes ont un lien plus ou moins direct avec Israël ou avec le judaïsme. Regardez comment ils s'occupent d'Israël. Regardez, c'est la droite. Regardez, il est proche du monstre absolu, de la terreur humaine qu'est Netanyahou. Oui, j'assume. Mais je dis aujourd'hui à vos auditeurs, qui j'espère seront les plus nombreux possibles, allez voter. Vous savez quoi? N'allez pas voter pour moi, mais allez voter pour qui vous voulez. Alors déjà, on a vu qu'il y a eu déjà peut-être pendant les présidentielles un taux de participation un petit peu plus élevé, c'est-à-dire ce n'est pas beaucoup plus, mais, en général, aux législatives, c'est beaucoup moins. Vous devez comprendre qu'aux législatives, lorsque j'ai été élu au premier tour avec à peine 80 voix d'écart, avec la Turque Marie-Rose Koro du Parti Socialiste. Aujourd'hui, j'ai 3 candidats
qui sont membres du Parti socialiste. Une qui est socialiste masquée, qui est aujourd'hui qui est En Marche, mais qui est toute l'antenne, tous les socialistes. Mais j'ai rien, c'est tout à fait leur droit, ce n'est pas mes ennemis. Je vais avoir une discussion démocratique avec eux, mais ce sont des socialistes de la gauche. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui est de gauche, socialiste, ils vont voter. Mais je vais vous dire, pour les gens qui... Moi, je suis centriste. De droite, je représente le Républicain et l'UDI, je suis un humaniste, je suis social mais pas socialiste, et je me bats comme un lion et je continuerai à le faire aussi pour les franco-israéliens. Alors voilà, justement, c'est sur ce dernier point que je voudrais reprendre. On se souvient en particulier d'une conférence de presse que vous aviez donnée avec Binyamin Netanyahou à Jérusalem à la suite pour annoncer l'obtention d'équivalence, en particulier pour les dentistes. Alors on parle beaucoup de ces problèmes d'équivalence. Nous sommes ici sur studiocalita.com très attentifs, très à l'écoute des nouveaux immigrants qui sont nombreux. D'abord, je voudrais féliciter. Depuis les 4 dernières années, il y a près de 30 000 olim de France qui sont arrivés ici. Avant que Kalita existe, et je félicite vraiment Marc Eisenberg, qui est un ami, le président de Kalita, qui met de son temps, de son argent, de son énergie pour faire réussir cette magnifique association, n'en déplaise à certains. C'est un remarquable garçon de brillant, qui donne de son temps, de son argent, de son intelligence et de son énergie pour faire réussir Kalita. Mais bien avant cela, je me suis battu. Je suis député français, pas israélien. Mais j'ai une certaine oreille au niveau des dirigeants. Nous avons réussi, pas tout, mais sur les dentistes, sur les pharmaciens, sur les équivalences de médecins, sauf les généralistes, à faire avancer les choses. Ça a été pourquoi c'est la si croix. difficile? Pourquoi Parce que les syndicats israéliens bloquent. Je l'ai vu à un niveau, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où j'ai harcelé le Premier ministre, où il était chez lui, où il a appelé, il s'est énervé avec Litzman, où il m'a pris rendez-vous avec Litzman. J'ai été voir Litzman, le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, qui a été fait, et grâce à lui, grâce à Benjamin Netanyahu, nous avons réussi. C'est pas terminé. Nous avons encore les infirmières, nous avons encore une partie des experts comptables. Il y a beaucoup encore de métiers où on n'a pas les équivalences. Il y a aussi les permis de conduire. Je vais vous faire une confidence. Je vais voir ce soir Benjamin Netanyahou. Je vous garantis, évidemment, j'imagine qu'il me soutient pour cette élection, mais c'est pas le propos. Les gens savent que c'est mon ami et il m'avait apporté son soutien il y a 4 ans, mais c'est pas la chose la plus importante. C'est surtout pour faire évoluer la question des permis de conduire. Les Français n'en peuvent plus. C'est une humiliation de faire en sorte que quelqu'un qui a conduit pendant 30 ans, 35 ans, qui fait son alia, après 1 an, lui retire son permis, il paye des milliers de shekels. J'étais à Natania. Les gens pleurer pour me dire on vous en prie, vous êtes notre dernier espoir. Je ne sais pas si je vais y réussir. Je vais faire le maximum. Je pousse. Je ne suis pas exécutif en France. Je pousse. Il y a aussi la question des euros. Si vous me permettez encore un mot, Daniel Haïk. Aujourd'hui, depuis quelques jours, tous les retraités qui viennent en Israël, qui ont l'habitude de tirer par 500, 600, 200 euros tous les mois pour vivre, ou toutes les semaines pour vivre, et parce qu'ils ont perdu 20% de leur pouvoir d'achat. Parce que les banques vont les taxer au niveau des commissions, au niveau du retrait et au niveau du taux de change. 3 commissions, ce qui fait que globalement, au lieu d'avoir 1 000 euros en shekel, par exemple, ils vont perdre près de 10 à 15%. On a déjà un shekel qui a été dévalué. Au-delà des 20% de dévaluation de l'euro par rapport au shekel. L'euro était à 5,50, 5,60. On est à 3,90, on est même tombé jusqu'à 3,80. Donc imaginez-vous la perte effective. Je pense à tous ces retraités qui ont choisi de vivre... Comment peut-on faire pour essayer de... Mais je ne sais pas. Jusqu'à il y a quelques jours, j'ai parlé à des grands patrons de la banque centrale en Israël et des banques israéliennes qui me disent non, c'est circonstanciel, on a eu un afflux de demandes par rapport aux élections. Ça devrait... c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, j'ai le regret... véritable enquête pour chaque virement de l'étranger. Mais c'est même pas une question de virement. Qu'il y ait des enquêtes, je veux bien comprendre. Qu'il y a des luttes contre le blanchiment, ça, c'est pas la question. Ça peut être normal. Il n'y a pas de souci là-dessus. La question n'est pas là. La question, c'est des gens qui ont des comptes en France, des comptes officiels. C'est pas des comptes cachés, c'est des comptes français. En France, où ils reçoivent leur retraite. Et ils veulent retirer des euros, mais ils veulent l'échanger dans des bureaux de change, qui est tout à fait légal, en Israël, pour avoir un taux plus important, et ne pas se faire taxer, en l'occurrence, à chaque retrait de 25 euros, plus la différence de change. Ça fait des différences énormes. C'est pour des gens de classe moyenne et de classe défavorisée. Oui ou non, on veut les aider. Alors, en plus, je crains que ce ne soit... Parce que je vais vous faire une confidence. J'en ai même parlé au Premier ministre la semaine dernière, avant qu'il parle à Emmanuel Macron. Je l'avais au téléphone, je le briefais entre guillemets sur la situation en France. On est très proche. Bon, il n'a pas bien compris cette question. Je vais essayer de lui en parler, mais je ne suis même pas sûr que ça dépend de lui. C'est les banques.
C'est une la Banque arnaque. centrale israélienne. C'est une façon de taxer plus, de faire encore plus de bénéfices, encore plus de profits au niveau des banques et taxer les personnes les plus défavorisées. Au moins pour les petits virements, 500 000 euros. Moi, je veux bien qu'on dise on ne peut pas plus tirer que plus 1 000 euros par semaine, par exemple. Mais il ne s'agit pas de tirer 100 000 euros. C'est des gens qui prennent de l'argent pour vivre, Daniel. Eh bien, en tout cas, Meir Habib, on vous sent toujours aussi, en tout cas, dynamique. Et Allez voter. Je vous demande, je vous en prie, c'est un appel aux franco-israéliens, le 4 juin, d'aller voter. Vous savez quoi? Je leur dis même pas de voter pour moi. Je préfère évidemment qu'ils votent pour moi. Mais de toutes les façons, et quelqu'un peut parfaitement dire, j'aime pas Meir Habib, et il y a des meilleurs candidats que lui. C'est ça la démocratie. La démocratie, en général, à part en 33, en général, ne se trompe pas. Et donc, je demande à vos auditeurs franco-israéliens de prendre un peu de temps. Ça va beaucoup mieux. Je remercie en particulier le consul Vermeulen qui a doublé les effectifs à Tel Aviv pour que les gens puissent voter plus facilement. Allez voter le 4 juin et le 18 juin. Merci Meir Habib, merci d'être venu ici sur studioqualita.com, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes candidat à la députation sous l'étiquette des Républicains et du Centre pour ces élections législatives du 4 et du 18 juin prochain. Merci d'avoir été avec nous et Boker Tov. Shalom, shalom. Shalom, shalom.